Les Cleveland Cavaliers Erwan sont la seule équipe de la conférence Est à être invaincue, avec un début de saison, disons-le honnêtement, de très 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 haut niveau. On va prendre le temps d'en discuter, puisque Kenny Atkinson est arrivé, donc il y a un nouveau coach, qu'il y a eu la continuité dans l'effectif, des prolongations, je pense à Jarrett Allen, des questionnements aussi en avant-saison, on va y aller, mais au vu de leur calendrier, ils ont été clairement parfaits, puisqu'ils sont simplement à 7 victoires et 0 défaites. Bravo à Cleveland. Grand bravo, c'était pas l'équipe qu'on attendait le plus sur ce début de saison, puisqu'il y a eu déjà des changements un petit peu à l'intersaison, notamment avec l'arrivée de Kenny Atkinson. On savait que c'était un beau coach, on se souvient de lui quand même le bon boulot, très bon boulot qu'il avait fait du côté des Nets à l'époque avec Brooklyn et D'Angelo Russell comme meneur titulaire. D'Angelo Russell qu'on aimait bien d'ailleurs à l'époque, qui était vraiment un meneur qui était devenu All-Star il me semble. Ensuite on l'a vu beaucoup être assistant. Et puis là, il revient donc après avoir sa belle campagne olympique avec les Français, on le revoit avec un coach, avec un poste de head coach. Et je trouve que c'est plutôt cool. Donc déjà, un nouveau coach qui arrive tout de suite à mettre sa patte. Et puis ce que j'aime bien dans cette équipe-là, sur la manière dont elle est construite, c'est que t'as 2 petits arrières, Donovan Mitchell, Darius Garland. De taille et pas de talent, Non, je rigole. De taille, c'est des petits joueurs. Et puis t'as 2 vrais grands ouais. À l'intérieur avec Evan Mobley et Jarrett Allen. Donc tu mets Okoro derrière, en plus en poste 3, donc il fait un peu le lien entre les petits et les grands et qui se met derrière lui les missions défensives sur les forts joueurs adverses. Je trouve qu'elle est bien construite, je trouve qu'il y a de la profondeur. Je trouve que quand les titulaires, ils jouent sur de la NBA, du 1 contre 1, de l'agressivité, du talent. Et je trouve que quand il y a les remplaçants qui rentrent, on est plus sur du passing game, on est plus sur du jeu sans ballon. Je trouve que cette équipe, elle est complète, en fait. Et finalement, ce 7-0, quand tu regardes les matchs, il y a pas photo. Alors, ils se sont fait un peu peur à Milwaukee. Mais comme ils sont en confiance et que, mine de rien, ils ont aussi un leader de très, très haut niveau qu'on avait peut-être tendance à oublier ces 2 dernières saisons. C'est lui qui s'est oublié surtout. Attends, certes, peut-être. En tout cas, voilà. Tous, pour l'instant, sur ce début de saison, toutes les planètes sont alignées. Alors, précision, c'est Dean Wade qui est poste 3 et Okoro, il va sûrement partir parce que c'est une question de cahier. Oui, moins que ce qu'on aurait pu imaginer, mais c'est bien Dean Wade qui commence dans le 5 majeur. On va continuer à décrypter tout ça, mais tu sais, quand on a commencé la saison, et t'avais eu l'occasion de parler à Kenny Atkinson, il y avait quelques interrogations, tu sais, sur ne sont-ils pas trop petits, t'en as parlé, ou ne sont-ils pas trop grands, sous-entendu. Est-ce que c'est pas le moment pour mettre notre ami Evan Mobley au centre de la raquette, pas du projet, ça on le sait, il y a la caillasse, il compte sur lui, Donovan Mitchell a été prolongé aussi, donc on pouvait imaginer que ce soit les 2 stars et donc peut-être faire de la place autour. Dans ce début de saison, ils ont fait le choix de gagner tout le monde, de garder tout le monde, de changer un petit peu les rôles, mais ça a l'air de bien se passer en tout cas. Ouais, ça se passe bien pour une raison, c'est qu'Evan Mobley est un fort joueur. Oui. Vraiment, je le vois sur le poste 4, il a quand même beaucoup progressé par rapport à sa saison rookie où on l'attendait surtout d'abord sur du contre, il avait plutôt répondu présent, mais là je le vois au large quand même, dans le spacing, dans le placement, c'est quand même un joueur très malin. Il arrive vraiment à parfaitement tourner autour de Jarrett Allen. Il arrive toujours à se montrer dans les fenêtres. Donc, il peut jouer 5, mais il peut jouer poste 4. Je l'ai vu dans son duel avec Giannis Antetokounmpo. Très sympa, celui-là. Ouais, très bon duel. Et je me suis dit, OK, en fait, gros, t'es un vrai poste 4. T'es un vrai poste 4. Tu peux jouer 5 aussi, mais t'es un vrai poste 4. On le voit, et c'est assez surprenant, avec ses grandes échasses, être capable de dribbler, de driver comme un poste 4 moderne. Il peut shooter à 3 points. C'est pas le plus adroit, mais il peut shooter, il peut en mettre. Donc, en fait, ce truc on joue grand, et l'exemple c'était Tams Gobert, mais en fait avec Jarrett Allen et Evan Mobley, en fait pour moi tu peux pas les comparer. Tu peux pas comparer au-delà d'avoir 2 mecs à plus de 2m10, les deux sont tellement des basketteurs différents qu'en fait tu peux aller plus loin dans ce délire là. Alors il y a une petite info, décale un petit peu ton micro sur la droite s'il te plaît, me dit Pollux. C'est bien qu'on aille sur Evan Mobley, restons là-dessus. On reparlera un petit peu globalement parce qu'il y a des pourcentages intéressants, des choses vraiment très cool à suivre, mais t'as raison, t'as envie de parler d'Evan Mobley. Ses stats sur ces 7 premiers matchs, il est à 17,7 points, il a moins de 30 minutes de temps de jeu. Donc le temps de jeu est assez éclaté. Ils arrivent à faire jouer les remplaçants dont tu parlais tout à l'heure. Il a 56% au tir, il est seulement à 41,7% à 3 points, donc il fait un début de saison exceptionnel, 8,6 rebonds, 2,7 passes, je rajoute aussi 1,6 contre et une interception, vous le savez, c'est un super défenseur, un mec qui doit être amené à un moment donné à avoir un depoy un jour dans sa carrière, mais ce qui est assez bluffant, je trouve, dans ce début de début de saison, c'est que il y a une consigne qui est assez claire. Kenny Atkinson lui a demandé: mon petit, on va arrêter de se cacher et tu vas rentrer dans l'art de tes adversaires déjà en 1 contre 1. Ce qu'on a d'ailleurs avec Shuttlegram, par exemple, c'est que le spacing d'OKC lui permet d'avoir des 1 contre 1 où il n'y a pas d'aide. Evan Mobley fait partie de ces mecs-là, Victor fait partie de ces mecs-là, très long segment, tu l'as dit, capable de dribbler, etc. Et surtout, lorsqu'il est en 1 contre 1, ils sont pratiquement indéfendables. J'ajoute à ça que la confiance vient parce qu'il remonte beaucoup la balle.
Avant, on le voyait jamais, tu vois. Donovan Mitchell, Darius Garland, vous remontez la balle. Point. Là, aujourd'hui, je vois Evan Mobley prendre des rebonds, faire des coast-to-coast, donner de l'allant et tout. Et ça, c'est un truc qui était difficile à imaginer, entre guillemets, dans son tout début de carrière. Qu'est-ce que t'en penses? C'était difficile à imaginer qu'un coach lui laisse faire ça et que lui soit capable de le digérer et de bien le faire. Et je trouve que à partir du moment où il montre qu'il peut faire ça, ben ça devient un vrai problème. On est là à parler d'Giannis, à parler de Victor, mais Evan Mobley, et de Chet Holmgren, Evan Mobley, en réussissant ce qu'il fait là, 40% à 3 points, je t'en parle même pas. Oui, pourvu que ça dure, hein. Pourvu que ça dure, ouais, c'est un nuage. Mais moi, surtout, c'est quand je le vois driver, aller au cercle, pas que pour aller dunker, mais avec ses longs bras là, c'est ce qui rend Giannis inarrêtable, c'est ce qui rend Holmgren inarrêtable, et c'est ce qui rend Victor inarrêtable. Donc, lui, il rentre dans cette catégorie-là, avec beaucoup de lancers, et en plus, à t'associer à ça, une vraie présence au rebond offensif, il est bon off-ball aussi, très intelligent off-ball. Donc en fait, moi je trouve que finalement sur un poste 4 où on pouvait lui dire est-ce qu'on l'utilise bien, est-ce qu'il est pas en train de se perdre, pas du tout. On aurait pu se poser la question. Oui, on se l'est posé. On peut encore se la poser. Là, c'est un début de saison, ça se passe vraiment bien. Donc quand on est dans le positif, j'espère qu'ils vont aller au bout. Tu sais, le truc comme d'autres. Voilà, exactement. T'as lu dans ma pensée clairement. Quand t'es dans un projet grand, il faut du temps. Il faut non seulement du temps, mais il faut un bon coach. Ils avaient pas le bon coach. Ils avaient un petit peu de temps, tu vois, mine de rien, ça fait 3 ans qu'ils jouent ensemble. Donc, on aurait pu se poser la question comme ça. Là, ils ont les mêmes hommes, mais ils jouent tellement différemment parce qu'un nouveau coach est arrivé que, du coup, ça en devient bénéfique. Mais moi, j'étais le premier à dire, je pense qu'Evan Mobley, la suite de sa carrière, elle se passe sur je suis seul dans la raquette. Donc oui, je joue 5, mais je suis seul dans la raquette. Je dois régner seul dans la raquette. Ouais, mais ça, c'est l'idéal qu'on se faisait nous, et à juste titre, avec des principes un peu de base, hein. Il y a un peu joué de grands comme ça. Mais ce qu'il faut avec cette équipe, c'est qu'ils arrivent à jouer un basket d'arrière avec 2 grands par moment. Et en fait, je me suis dit, mais comment ça se fait? Et en regardant les matchs des cas, je me suis dit, mais en fait, on compare évidemment à ce que faisait Rudy Gobert et Karl Anthony Towns. Mais Karl Anthony Towns shootait beaucoup à 3 points, était derrière la ligne, donc on savait ce qu'il allait faire, même s'il décantait choses. Et Rudy, on le connaît de la dissuasion, du rebond offensif, mais un attaquant qui est quand même en dessous en termes de production et de talent par rapport à Jarrett Allen et Evan Mobley. Le truc d'Evan Mobley et de Jarrett Allen, c'est que c'est 2 bons attaquants. 2 vrais bons attaquants. Oui, profil différent, clairement, tu l'as dit. Mais bons attaquants. Donc, en fait, quand tu joues grand, mais que t'as 2 mecs comme ça, avec des bonnes mains, qui sont plutôt complets, des bons passeurs, en fait, la lecture, c'est plus du tout la même que ce qu'on pouvait imaginer à Minnesota, ou ce qu'on a imaginé en équipe de France. Et ça, je trouve que c'est cool. C'est-à-dire qu'il y a les projets, on joue grand. Ouais, mais avec qui tu joues grand, en fait? Tu vois? C'est comme si on veut jouer petit, comme toi et moi, et en fait, tu joues petit, tu mets Garland et Donovan Mitchell. Bon, ça risque pas d'être... Non, c'est clair. Voilà. Donc, en fait, finalement, ça m'a redonné une lecture de dire, ah ouais, mais en fait, c'est pas si mal de jouer grand, parce que ils ont tous les avantages d'aller chercher des rebonds quand même. Ils gênent, il y a beaucoup de contres. Et je trouve ça intéressant en fait. Alors c'est marrant parce que tu vois, on comparait Rudy là et Jarrett Allen, et donc je regardais un peu les stats en même temps, et tu sais, oui, Jarrett Allen est un meilleur attaquant que Rudy Gobert sans aucun doute. Oui. Et puis après je regarde les stats, je regarde en carrière, alors vraiment juste pour rigoler comme ça, il y en a un qui a 12,8 points en carrière, donc c'est Jarrett Allen, et l'autre qui a 12,7 en carrière. C'est pas incroyable? Et je vous donne là, pour être complet, la meilleure saison en carrière de Rudy, c'est 15,9 avec le Jazz, on s'en souvient, pendant que Jarrett Allen, sa meilleure truc en carrière, c'était l'année dernière à 16,5. En fait, dans la production purement et simplement brute, et là, vous savez ce qu'on fait des stats bruts, hein, on réfléchit un petit peu avec, on pourrait dire qu'ils sont à peu près dans les mêmes zones. C'est dingue, hein. Si on était des mauvais journalistes qui faisaient en sorte juste en regardant ESPN. Voilà. Comme on regarde les matchs. Voilà, on regarde aussi les matchs. Voilà, aussi les matchs. On regarde les deux. Revenons du coup sur l'équipe d'un point de vue un petit peu plus global. Il y a quand même des stats j'ai du mal à imaginer que cette équipe reste dans d'aussi hautes moyennes statistiques. Sinon on les voit champions. Personne ne les voit champions aujourd'hui. Non, mais souviens-toi, l'année dernière, en tout début d'année, on parlait des Celtics, et j'avais dit, pour moi, ils seront jamais champions dans ce basket-là parce qu'ils faisaient que de shooter à 3 points, et ils étaient dans des pourcentages mais exceptionnels en début de saison. Bon, en fait... ça c'est confirmé, hein, qu'ils font que de shooter à 3 points et qu'ils étaient dans des pourcentages très très hauts, même en play-off. Ils avaient un autre vécu collectif. Je les compare pas, je dis juste que ça me fait penser à ça. Je te donne quelques stats en tout cas au global, donc on l'a dit, hein, ils sont à 7-0. Ils sont aujourd'hui 2e meilleure attaque de toute la NBA, ils sont à 122 au rating, donc on est clairement dans une attaque all-time hein, sur cette match. Ils sont aussi 5e défense, donc ils sont très très haut là-dessus. Mais quand je parlais des pourcentages, écoute ça, c'est fou. Ils sont premiers au pourcentage global dans le jeu. Ils sont 2e au pourcentage à 3 points à plus de 40%. Donc, je leur souhaite clairement de continuer, quoi. Je leur souhaite de rester dans ces eaux-là. J'ai pas envie d'employer le mot sur-régime parce que ça serait vraiment... Ouais.
Ça c'est vraiment dire ah ouais ils font que shooter. Pour moi il y a plein de cohérence dans ce qu'ils font. Alors certes c'est lié à une adresse d'exception qui va avec de la confiance aussi, mais dans une autre vidéo on parlera de l'adresse de Bilal à 3 points aussi. Ça va mettre des tirs, c'est aussi à 3 points. C'est pas juste ça tombe du ciel comme ça. Ça va avec une conséquence de quelque chose. C'est une conséquence d'une confiance générale diffusée par le coach, diffusée par le groupe, par les leaders. Donc c'est pas non plus un pur hasard quand tu mets autant dedans. Maintenant on sait que c'est compliqué sur une saison de faire ça, même si on a vu certaines équipes le faire. Mais il n'empêche que c'est pas juste ils mettent dedans pour moi. Il y a beaucoup de cohérence dans ce qu'ils font. Il y a beaucoup d'alternance dans leur jeu, je trouve. On revient sur des basiques assez bêtes, mais le in and out, tout ça, drive and kick, voilà. Tout ça, ils l'ont dans leur book. Ils sont forts sur pick and roll. C'est pas là où ils démontent tout le monde. Mais ils ont deux gens très forts. Deux vrais joueurs de pick and roll. Donovan Mitchell, Darius Garland sur pick and roll. Ben, ça reste une galère. Donc, en fait, je trouve que Caris LeVert, tu peux rajouter. Caris LeVert en 6e homme est magnifique. Je trouve qu'en fait, ils ont plein de choses à mettre comme ça, tu sais, ils ont des cartes et selon ce qu'on leur propose, ils sont capables de mettre, et puis après ils sont portés par le talent, notamment quand c'est serré, Donovan Mitchell fait nous gagner comme à Milwaukee, bravo, tu nous fais gagner. Ou Darius Garland à New York, qui fait un match exceptionnel. Allez, merci messieurs. Donc pour l'instant, toutes les planètes sont alignées. On verra dans des moments creux de l'année comment on réagit, parce que c'est ce qu'on a envie de voir aussi chez les équipes, c'est quand ça va mal, quelles sont les solutions et qu'est-ce qu'on met sur le terrain pour pouvoir justement que la crise soit moyenne, petite ou grande. Mais pour l'instant, c'est un grand bravo. On peut pas dire autre chose. Il leur manque en plus le shooter à 3 points. Max Strus. Tout à fait. Donc, qui leur fait toujours beaucoup de bien. Ouais, c'est clair. Quelques pourcentages pour rester là-dessus. Donovan Mitchell est à 7,9 tentatives à 3 points. Il a 40%. Darius Garland. C'est pas énorme, quand dans le volume qu'on voit chez certains. 8, c'est énorme, Erwan. Pas dans le basket moderne et pas pour Donovan Mitchell. Mais si, non, mais 8 tentatives à 3 points, Erwan. C'est le basket aujourd'hui. Moi, ça me surprend pas. Ça ne me choque pas. Non, mais c'est pas ce que je te dis. Je te dis que c'est énorme, 8 tentatives. Tu veux que je te donne ces moyens en carrière? En Euroleague, je suis 17 fois. Non, mais c'est ça, sur un match. Il a tiré 19 fois sur une fois. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais sur les tentatives, je te les donne si tu veux, parce que tu veux. L'année dernière, il était à 9. L'année d'avant, il était à 9-3. L'année d'avant, il était à 9-8. Donc, il shoot moins. Il joue de soin, tout à fait. Voilà. Il joue de moins pour l'instant. Je te donne l'enchaînement des autres pourcentages. Garland est à 40% pour 6,7 tentatives, c'est fou. Caris LeVert est à 52% à 3,5 tentatives. 50% pour Ty Jerome, qui est le numéro 2. J'espère que les Cavs, à un moment donné, vont mettre le numéro 2 en haut pour Kyrie à la fin de sa carrière, parce que voir d'autres mecs avec ce numéro, alors que c'est le seul titre de leur... Bref, vous m'avez compris, ça m'énerve un petit peu, ça me tend même, comme vous pouvez le sentir. Mais ça se comprend. Je m'en fiche, il faut être intelligent. Vince Carter, après 20 ans, ils lui ont mis son maillot en haut. J'espère très belle que absolument. Alors qu'ils sont partis très fâchés. J'espère que Kyrie, à un moment donné, aura les honneurs d'avoir son maillot retiré quand tu fais gagner une équipe avec un tir exceptionnel comme celui-ci. J'espère qu'on va arrêter les conneries. Parce que Ty Jerome et Colin Sexton qui ont le 2, ça... Voilà. Bref. Revenons sur cette petite équipe. Du coup, et je voulais qu'on parle de Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, pour l'instant, il est à 24 points par match. Il est leader, mais il est pas en mode... Non, non. C'est une bonne chose. Il shoot moins à 3 points, on l'a vu, même si le volume, c'est pas énorme. Il shoot moins à 3 points. 2 fois moins. 24 points par match. Dans cette NBA d'aujourd'hui, où on voit les Luka à plus de 33 l'année dernière, des Shai à plus de 30. Donovan Mitchell, il peut clairement être dans ces zones-là. 30, 29, 30, 31, 32. On sait qu'il est capable. Hein. C'est un scoreur incroyable. Moi, de le voir à 24, très bon signe collectif. L'année dernière, il était à 26-6, et l'année d'avant, première année aux Cavs, il était à 28. Très bon signe. Et pourtant, c'est sa plus petite année au scoring du côté des Cavs, et on a l'impression que l'équipe, elle a jamais été aussi forte. Donc, c'est ça aussi, être un leader. Après, on sait qu'il s'est développé aussi dans la qualité de passe, mais je trouve qu'il délègue beaucoup à Garland. Les deux arrivent à alterner, encore une fois, de l'alternance. C'est une autre alternance, mais ça en est une quand même. Donc, moi, je trouve qu'il est très juste. Ce qu'on lui a souvent reproché à notre ami, c'est parfois d'en vouloir en faire trop, de faire du hero ball. Pour l'instant, il rentre pas là-dedans, et je trouve que justement, il donne la grille à tout le monde. Et ça, c'est intéressant. C'est ce qui était cool avant cette intersaison, vous le savez, hein, il lui restait une année de contrat, on se posait la question, est-ce qu'il peut se barrer? Enfin, est-ce qu'il peut se barrer? Oui. On a cru qu'il est parti. Est-ce qu'il allait demander son trade? Et lui, il rêve, a priori, de jouer à New York. Tout le monde a parlé de ça. Il a fait le choix de rester chez les Cavs. Et là où je te rejoins complètement, c'est que il a l'air d'être resté dans les meilleures dispositions possibles, en se disant, bon, les gars, on va arrêter de déconner en playoff, on va se construire un petit peu mieux, et puis on va essayer de passer des tours. Bon, j'imagine que l'arrivée de Kenny Atkinson change beaucoup de choses. De toute façon, elle change beaucoup de choses parce que l'équipe joue tellement mieux en ce début de saison. Je ne dis pas que c'est une franchise qui a souvent des blessures. L'année dernière, Mobley et Garland, on les a pratiquement pas vus. Enfin, ils ont été très absents. Et donc forcément, t'as des coups d'arrêt ici ou là, et ça on peut le comprendre. Mais dans l'expression collective là aujourd'hui de ce début de saison, bravo. C'est le jour et la nuit avec JB Bickerstaff. Hein. Pour moi, il y a deux équipes qui sont au-dessus d'eux. C'est Boston évidemment et c'est OKC. Voilà. Ah oui, dans toute la NBA. Voilà. Non, et à l'est.
À l'Est, tu mets quoi? C'est le même chapeau, tu vas me dire que... Boston. Bah alors, oui, non, mais Boston bien sûr, a déjà perdu, mais... Je veux dire, New York, Philly au complet, tout ça, c'est... Bah, Philly au complet, on les a pas vus. Non, mais... oui, mais on connaît... mais je te parle de ce qu'ils réalisent depuis le début de saison. Ah oui. Donc, évidemment qu'ils sont au-dessus de Philly. Oui, mais bon, quand on se projette un peu, attends, on va se projeter. Une fois qu'on a dit que des bons mots, ils sont invaincus, encore heureux, hein. Pour moi, il y a trop d'équipes, c'est très dur à dire, il y a trop d'équipes qui sont pas encore prêtes. Et cette équipe de Cleveland est en avance sur tout le monde. Et ça arrive souvent. Et les équipes qui sont bien coachées, qui sont en avance sur les autres, surtout jusqu'à Noël, ça se sent. Elles prennent de l'avance. On sait qu'à partir de janvier, quand tout le monde est à peu près préparé au même niveau, là, on voit un petit peu qui est qui. Il n'empêche que cette équipe-là, pour moi, à minima cette année, c'est une demi-finale de conf. C'est l'objectif, c'est même une finale de conf en vrai. Maintenant, il faut passer au moins un tour. Premier tour éliminé face aux Knicks avec avantage du terrain, coup assez terrible pour eux. L'année dernière, ils font demi-finale de conf en sortant Orlando au premier tour. C'est vrai que cette année, ils sont légitimement, après ce début de saison, enclins à imaginer une finale de conf. Je crois aussi. Après, on va voir ce qui va se faire, comment New York va se mettre petit à petit en place. Est-ce que Philly, avec ce qui se passe, on en parlera dans une autre vidéo, va pouvoir finalement construire cette équipe qui doit les amener aussi en lancer la saison même. Lancer la saison. Ta saison, frérot. Après, voilà, Orlando monte aussi en régime. Bon, Banchero est blessé. Donc, ça va pas non plus, quoi qu'il arrive, être une partie de plaisir, hein. Non, a priori, non. Je regarde vite fait le classement, hein. Donc, Cleveland est premier à 7-0, Boston 6-1. Les Knicks sont à 3-2. Il y a un écart déjà assez énorme, hein. C'est fou. Les Knicks sont à 3-2, comme Miami. Chicago est à 3-3. Orlando 3-4. Atlanta 3-4. Brooklyn 3-4. Les Wizards 2-3. Et Indiana, qui est 10e de la conférence Est, donc, est à 2-4, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu le classement, sachez que les Bucks sont derniers de la conférence Est avec un bilan de 1-5 et Philadelphie est à 1-4. Ils ont des bilans pires que Toronto et Détroit. Bon, bref, on aura le temps de rediscuter tout à l'heure de Philadelphie et des Bucks. Je pense qu'à un moment donné, ce sera le débat du First Day Show, possiblement ce jeudi, en fonction de ce qui se passe cette semaine s'ils continuent à perdre. On va continuer à parler des Cavs, mais je voulais vite fait que vous mettez cette cote sur Winamax. Mais bon, avant d'en parler, on regarde ce petit PAD rapide. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Comme toujours, hein, vous nous rejoignez sur Winamax avec le code FT10. Alors, il y a deux questions qu'on va se poser maintenant sur l'invincibilité et sur la cote que je vais te proposer. Tu préfères quoi ? Invincibilité ou une cote un petit peu plus à moyen terme? Donne-moi l'invincibilité, ça m'intéresse. Alors, très bien, on y va. Sachez que ce départ canon, là, c'est la première fois depuis que LeBron est parti qu'il dépasse 6 victoires en début de saison, mais leur record all-time, c'était en 76-77. Erwan... Est-ce que je peux citer un joueur de cette époque? Bonne question. Regarde, j'ai noté des joueurs. J'ai envie que tu me dises si tu arrives à citer des mecs. Alors, attends, je reprends ma petite truc. Donc, vous avez fait 8 victoires en début de saison, en 76-77. Le problème, c'est que après ils ont fini à 43 victoires, et que c'est totalement anecdotique puisqu'ils se sont fait sortir au premier tour des playoffs 2-1 par les Bullets, parce qu'avant le premier tour était au meilleur des 3 matchs, ce qui est complètement fou. Alors vas-y, franchement pas simple mec. Je vais pas te faire de faux trucs, hein, je pense que t'en as aucun. Tu me dis si tu les connais, les meilleurs scores. Attends, est-ce qu'il y a pas un mec qui s'appelle Kaminski ou un nom un peu polonais? Non, pas que je sache. J'ai Campy Russell. Bon, ça on l'avait déjà fait. Je connais pas Campy Russell, honnêtement. Elmore Smith, lui, on s'en souvient. Ouais. Elmore Smith, vous le savez, hein, meilleur contreur sur un match avec les Lakers, 17 contre. C'est le record de l'histoire. Austin Carr, ça on connaît. Ah oui, Austin Carr qui a joué au Jazz. Tout à fait. Et Bingo Smith, on connaît ce blast parce que c'est un des noms les plus fantastiques du monde. Bon, bref, c'est une époque. Les années 70, c'est pas dès qu'on sort de Lakers Celtics, très pas dur. Simple. Ou Knicks, quoi, tu vois. Ou Knicks, les Warriors. Les Bucks, tu vois. Enfin, les équipes un peu championnes, parce que sinon. Allez, 70, pas cadeau dans les qui suis-je, hein, je préfère vous le dire comme ça. Bon, alors, écoute, l'invincibilité, donc le record est à 8. Ce soir, vous le savez peut-être pas, mais toutes les équipes jouent parce que demain c'est Election Day, donc les Américains se déplacent et il n'y a aucun match de NBA. Donc ce soir, Erwan, pas back-to-back, parce qu'on change de salle, les Cleveland Cavaliers reçoivent les Milwaukee Bucks. Alors, est-ce qu'ils vont faire la passe de 8 ? Dis-moi ça comme ça. Oui, moi je pense. Je pense le match a été serré à Milwaukee. Bête de match, je vous l'invite à regarder. Hein. Super match, ça aurait presque pu être rassurant pour Milwaukee, parce que ça va mieux dans les attitudes. Mais mineur, il y a un match parce que Lillard, il met 10 paniers à 3 points. Je suis pas sûr qu'il en mette 10 paniers à 3 points. Tu les mets pas tous les soirs, même quand t'es Damien Lillard. Donc moi, je vois Cleveland gagner. Ok, alors je te donne la reste. Admettons que les Bucks perdent. Ensuite, c'est les Pelicans à New Orleans.
Ils prennent. Ok, pour l'instant 9. Ensuite, ils reçoivent les Warriors et les Nets. Tu sais que les Warriors... Ils peuvent aller jusqu'à 10 alors. Alors, Steph Curry, il sera certainement revenu d'ici là. J'espère, ouais. Mais tu sais que les Warriors sont la deuxième défense de NBA. Ah, je confirme. Ils font kiffer. Hein. Ouais. C'est toujours une attaque de feu en plus. C'est à Cleveland? C'est tout à fait à Cleveland, ouais. Alors, donc tu vois pas loin de 10 alors. Un de plus, ouais, je les vois les... Ok, bah écoute, on verra. Franchement, ils dégagent vraiment quelque chose. C'est rare de voir deux arrières si petits que ça, on le répète. Deux grands à l'intérieur, un banc profond. Il y a plusieurs styles de jeu, ils maîtrisent tous les aspects modernes du basket, le pick and roll, le passing game, le drive and kick, ils mettent dedans comme des cochons. Honnêtement, pas cadeau de se les prendre en ce moment, les Cavs. Hein. Les fans des Lakers savent de quoi tu parles, Erwan, vu la branlée prise là-bas. Je vous mets un petit sondage là, vraiment en rapide. Est-ce que Cleveland va prendre les 10 victoires? Vous me dites oui, vous me dites non. Allez. Ouais, je dis oui, moi. Ok, oui, bah t'as raison. Soyons fous, ce serait archi cool de les voir faire 10 victoires. 8, c'est pas 10, c'est pas fou. Bah, exactement, j'ai pas mis 25, c'est mieux. On te rappelle, c'était le 24, hein. 24 victoires d'affilée pour commencer la saison, les Warriors. 2016-2017. Ouais, et le record... 2015-2016. Le record, je crois que le hit de LeBron avait fait 27. Non, ça c'est une victoire en cours de saison. C'était pas c'est la série. Oui. 33 et 27, c'est les deux grands records. Mais c'est 24-0 au début. 24-0. 24-0, ça franchement, je sais même pas, on avait vraiment vécu ça. C'est l'année, ils font 73... Tout à fait, 73-9. 73-9 et ils perdent en finale. Alors je te propose cette cote, parce que l'avantage du début de saison maintenant NBA, normalement on dit il faut attendre les playoffs et tout, maintenant il y a la NBA Cup qui se passera mi-décembre. Et on a regardé les cotes justement sur Winamax, sur Cleveland, vainqueur de la NBA Cup. Et alors, ils ont le bon profil, hein. Ben, c'est pour ça que je te propose ça. Boston Celtics 3,85, grand favori. Oklahoma Thunder 5,70. New York Knicks, je sais pas ce qu'ils foutent là, franchement tes gars là, ils sont à 8. Et donc Cleveland est quatrième plus grand favori. C'est au blaze, hein, vraiment. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Était à 9,50 et Minnesota est à 11. Franchement, pour les fans des Cavs qui ont envie de tenter un truc, mon gars, tu mettais 10 balles ou 15, 20, j'en sais rien. Et tu joues sur le début de saison un peu fou des Cavs. Très bien, moi ça pas mal. J'aime bien parce que je dis que les équipes qui sont là-bas, en général, l'équilibre se fait début janvier. On rappelle que la NBA Cup, c'est mi-décembre. Ouais. Donc pour moi, ils sont en avance sur beaucoup d'équipes. Donc ce pari-là, pour moi, il a du sens. C'est que je vois pas Cleveland d'un coup avoir du retard par rapport à d'autres équipes. Ouais. Après, on sait que ça va se jouer sur un Final Four, sur des matchs secs. Ça, on sait que c'est un petit peu plus ouvert qu'un run de playoff. Mais quand je vois cette équipe-là prête aussitôt dans la saison, évidemment que la cote à 9,50, elle m'intéresse en NBA Cup pour qu'il soulève le trophée. Alors pour info, la NBA Cup, les qualifications, je vous rappelle que les matchs vont compter pour la saison régulière et pour la NBA Cup en même temps. Ils vont changer les parquets, hein. Oui, c'est déjà été annoncé. Ah, voilà, ils sont beaucoup mieux. Enfin, au moins, on pourra avoir la balle. Donc, c'est beaucoup mieux. Ce sera tous les mardis et tous les jeudis à partir de la semaine prochaine. Donc, tous les mardis et tous les vendredis, pardon. Tous les mardis et vendredis, ce seront des matchs qui vont compter pour la saison régulière et pour le classement de cette NBA Cup. Perfecto. Et puis ensuite, il y aura un quart de finale à jouer entre les premiers, etc. L'année dernière, c'était une réussite. Les Lakers étaient allés au bout, tant mieux pour eux. Les Pacers nous avaient régalé. Il y avait des surprises. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Dis-moi. L'année dernière, ça a mis un petit jus, je trouve. Ouais. Après, on était vite passé à autre chose, mais mine de rien, ça a mis un petit jus. Dans un moment où il se passe rien, voilà. Et là, cette année, tu vois, ça commence la NBA, je suis putain, les playoffs. Ah, mais attends, il y a la NBA Cup. En plus, on risque d'y être. Donc, je fais, vas-y, en fait, c'est cool, j'ai hâte, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Non, voilà. Je suis d'accord. Et j'espère qu'il y a des équipes qui vont se concentrer un petit peu plus les mardis et les vendredis. Les Bucks, par exemple, tu vois. Et puis d'avoir vu l'année dernière LeBron gagner le Final Four à Vegas et tout, il y a peut-être des équipes qui prenaient ça un peu légère, se dire, mais attends, c'est un trophée, frérot. Ouais, et on rappelle que c'est 500 000 par joueur et par joueur. 500 000. Paf. Allez. Je prends 500 000 quand ils veulent. Pensez à nous. Christian Wood a acheté une maison à sa mère avec ça. Tout à fait. C'est une belle image. Une belle image. Depuis, il a arrêté de jouer au basket apparemment. Bref. Donc il a viré sa mère, il vit dans la maison maintenant. Oh la vache. Ouais, ça arrive trop souvent ces histoires. Non, rigolons pas trop, Erwan. Hein? Bon. Alors, pour finir cette histoire, on n'a toujours pas d'infos sur quel est le rôle de Vincent Collet. Je le place comme ça parce que je rappelle que Vincent Collet. Si, Non, mais qu'est-ce qu'il fait réellement? Vincent Collet, alors moi je te l'ai dit, il va une fois par mois là-bas, une semaine. Il échange beaucoup avec Kenny par téléphone. D'accord. Et donc il est conseiller, il regarde les matchs et il dit voilà, là-dessus, peut-être qu'il faudrait, là-dessus, peut-être un peu plus là, un peu plus ci, un peu plus ça. Cette forme de jeu-là, elle marche bien, tu devrais ainsi. Voilà, c'est ça. Il est conseiller de Kenny Atkinson. Il va une semaine sur place. Voilà, sachant qu'il n'assiste quasiment pas aux entraînements non plus. C'est vraiment il n'intervient pas, il n'intervient pas aux entraînements, il n'intervient pas plutôt, parce que quand il va, il regarde les entraînements. Mais du coup, il interagit par contre en direct avec Kenny Atkinson. Il y a un effet Collet alors dans ce début de saison. En tout cas. Clairement. Pourquoi dire non?
Ah bah j'ai aucune raison de dire Pourquoi non, dire non je me moquais pas de toi, je trouve que c'est exceptionnel. Mettez plus de coachs français. Qui profitent, hein, les Cavs de Vincent Collet, parce qu'avec ce qui se passe un petit peu dans le championnat de France, Quoi encore j'imagine qu'il pourrait retrouver du taf assez rapidement. Ah bon? Il t'a une région à conseiller à Vincent Collet? Il connaît assez bien la France, Vincent. Non, je parle Pourquoi pas à lui Vincent, je parle à Aaron Amotrette. Il a des infos, il veut pas dire. J'ai pas d'infos. Si, t'as des infos, regardez sa tête. J'ai aucune. T'as une info, je suis pas au courant. Ah non, j'ai aucune info. Bah, Excusez-moi. déjà, tu seras au courant. Oui, J'avais c'est l'info. vrai. Ouais, enfin bon, comment tu l'as dit Parce que le matin, je me lève, j'ai une info. Thomas, j'ai une info. Oui, c'est vrai. Secret des dieux. Je te réveille à côté de moi, Thomas, j'ai une info. Secret des dieux, Aaron Amotrette. N'importe quoi, toi. Il veut pas nous dire. Je ne te cache rien. Entre nous, il y a une transparence incroyable, Thomas. J'espère bien, tiens. Alors, Cleveland a 10 victoires, là, dans quelques jours. Vous avez voté non à 68% sur Twitch. Ils ont dit non. Ah ouais. Ouais, et je te donne le On est résultat. dur avec ces Cavs, hein. 55% oui sur YouTube. J'adore quand il y a des différences comme ça. Oui, non. Ah, On manichéen. organise une bagarre générale entre le public Twitch et le public YouTube. Et pourquoi pas? On s'ennuie un petit peu. Drôle donc, d'idée, hein. ouais, Ok, Mr Beast. N'importe quoi. Quand j'ai des rêves comme ça, je te régale, hein. Je sais d'où ça vient, donc bravo à toi. Voilà. Bref, voilà pour les Cavs. Si on leur parlera bien sûr. Hein, s'ils continuent à passer les 10, on en fera sûrement une news. S'ils continuent à gagner, on en parlera jeudi dans le First Day Show, bien sûr. Et j'ai une annonce à faire. S'ils battent le record des Warriors, on va vivre là-bas. Les 24 bah, ça t'appartient qu'à toi. Moi, les moins 30 en hiver, ça va aller. Hein. T'as le All-Star Game quand on était avec Polo et Chris là-bas. Qu'est-ce qu'on s'est gelé. Je crois que c'est la fois de ma vie où j'ai eu le plus froid au monde. Et pourtant, t'as vécu 6 mois au pôle Nord. Hein. Ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'était gelé, mon pauvre. C'est clair. J'imagine, enfin, ça avait l'air beau en tout cas. Ça avait l'air très très beau. Attends, je regarde parce que quelqu'un qui disait... Ah oui, super, bravo. Juste une petite affiche, le 20 novembre, il y a un Boston-Cleveland. Ça, c'est cool. Voilà, juste je vous le disais Ça comme ça. sera bien aussi pour voir où ils en sont. Bah bien sûr. Ils peuvent jouer tout œil dans les yeux avec Boston. Grave, n'importe quoi. Déjà, on se regarder ce soir. Hein. Franchement, si les Bucks chient un peu dans la gueule encore, on pourra défoncer les Bucks jeudi. Mais s'ils gagnent, ça pourra lancer peut-être. Et puis mine de rien, t'es tôt dans la saison. Et je sais pas si on réfléchit comme ça en NBA. Mais là, tu te retapes les Bucks, tu les mets à 1-6, tu les tapes 2 fois. Tu mets un sacré bordel dans le vestiaire. Hein. Ouais. Je suis sûr que ça se joue en vrai. Il voit très bien ce qui se passe. Tu les enterres, quoi. Enfin, tu les enterres. Ouais, en tout cas, tu remets un coup de pelle et tu creuses un peu plus profond, quoi. Absolument. Bon, bref, voilà pour les Cavs. N'hésitez surtout pas à nous mettre un petit like et à nous dire ce que vous pensez de ce début de saison là qui nous régale des Cavs. Vraiment, ils sont exceptionnels. J'ai peu parlé de Ty Jerome et pourtant c'est le meilleur joueur de l'effectif. C'est quand même fantastique. Ty Jerome, il régale, gros. En tout cas, il a réussi à se faire une passe en NBA par des qualités à lui, c'est-à-dire qu'il joue juste, il se la donne. Des qualités qu'on voit plutôt en Europe. Ouais, c'est vrai. C'est pas une blague. On lui promettait une avenir en Europe, il a réussi à s'imposer. Voilà, bravo. Tout à fait. Ty Jerome. Attends, j'ai pas cité tous les mecs, mais en fait, c'est pas grave, parce que c'est la fin de la vidéo, et qu'on aura le temps de rediscuter, bien sûr, de ces Cleveland Cavaliers un petit peu plus Dean Wade qui régale quand même, toujours, hein. Dean Wade qui régale. D-Wade. Oui, Sam Merrill, tout ça, là, voilà. George Young. Qui avait détruit George Young? Ils ont deux mecs dans cette équipe, là, je regarde le match. Tristan Thompson, peut-être. Je regarde le match contre Milwaukee, le dernier, là. Ils ont deux mecs, je pense que des têtes à claque, vraiment George Young, je pense que Bobby Portis, il a 2 droits de le monter en l'air oui. dans le match, et Sam Merrill, rien que son flow et tout, bravo à lui, hein, joueur, shooter et tout, bravo. Mais c'est vraiment des gars, tu sais, qui vont les up, t'as envie d'aller, c'est comme ça. Pas de bagarre. Non, tu mets un coup, tu bats pas Sam Merrill, là, je te dis tout de suite. Hein. Allez, pour les Cavs, il fallait finir sur quelque chose. What are you gonna do, bro? Bref, allez, merci à tous, hein. Merci, on vous embrasse. Si tu es sur YouTube en replay, eh bien il y a une vidéo sur Bilal qui arrive très rapidement ou qui est déjà sortie, j'en sais rien.